Bien, bonjour à tous. Alors, on va faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler des Prusa XL. Je les ai reçus la semaine dernière suite à une précommande que j'avais faite l'an dernier. Et j'aimerais vous faire un petit retour d'expérience un petit peu à chaud puisque ça fait environ une semaine que j'utilise ces machines. Et je pense qu'il y a des points pratiques à expliquer aux futurs acquéreurs de ces machines-là, qui pourraient vous donner quelques informations complémentaires à celles qu'on peut trouver aujourd'hui sur les vidéos de présentation de ces machines. Donc voilà, j'espère qu'on va faire un petit point assez complet, j'espère que ça va vous plaire. Bonne vidéo à vous. Alors bon, je m'excuse un petit peu pour le bruit ambiant dans cette vidéo, hein. Je suis ici dans mon espace de travail, donc vous voyez qu'il y en a une des trois qui fonctionne, donc ça fait un petit peu de bruit. Elles ne sont pas spécialement bruyantes, sauf sur certains mouvements. Mais bon, c'est pas des machines qui sont prévues pour être généralement utilisées dans une chambre ou autre, donc c'est pas gênant quand elles sont dans un atelier. Et on va commencer par le déballage de ces machines. Je vais pas forcément filmer ça, mais donc moi je les avais commandées assemblées en usine, mais il y a quand même quelques étapes à prévoir quand vous la recevez. Elle n'arrive pas directement utilisable comme c'est le cas pour les MK3S+. Il y a la tête en fait à monter sur la machine, donc c'est vraiment pas compliqué. Il existe une version où cette partie-là, les trois pièces qui sont ici sont déjà assemblées en usine. Moi je l'avais reçu avec ces parties-là qui ne sont pas assemblées. C'est très simple à faire, il faut juste bien veiller à ce que le sens ici des câbles soit bon, sinon vous n'avez pas cette courbure qui permet d'assurer un bon déplacement de la tête. Et voilà, c'est vraiment pas compliqué, tout est expliqué. Ce cache est à retirer, il est juste clipsé. Et vous avez accès en fait à 4 vis qui vous permettent de maintenir ensuite le bloc qui est déjà tout assemblé sur l'axe XY. Donc honnêtement, c'est pas compliqué. À l'arrière, vous avez en fait cette pièce ici qui doit être assemblée, et vous avez ensuite un tube PTFE qui part ici jusqu'à l'entrée du filament. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à faire. Ensuite la machine se lance, il y a un petit test des axes, quelques petites manips à faire, mais voilà, rien de bien particulier sur le montage. Il faut compter en gros 15-20 minutes pour assembler une machine. Donc voilà, rien de très compliqué. Au niveau du lancement de la première impression, le premier lancement de la machine, sur une des machines, moi j'avais eu un petit message d'erreur qui au final juste un reboot a suffi à faire disparaître. Mais ces messages d'erreur sont quand même, je trouve, assez fréquents. Je les ai eu plusieurs fois sur les trois machines, que ce soit en fin d'impression ou un peu buggé, ou que ce soit lors d'un démarrage. Voilà, il arrive qu'on ait un petit message d'erreur et il suffit de redémarrer la machine pour que ça reparte. Donc je veux faire cette vidéo parce que j'aime beaucoup ces machines. J'avais déjà plusieurs Prusa dans mon atelier. Je suis très content de les avoir achetées, mais je trouve qu'il y a quand même des choses encore à améliorer. C'est pour ça que je trouve important de faire cette vidéo aujourd'hui. On sent que c'est des machines qui sont un petit peu jeunes et qui nécessitent encore un peu de maîtrise de la part de Prusa pour être aussi efficaces que leur MK3S+, qui sont maintenant quand même des machines bien maîtrisées et avec lesquelles on a très peu de difficultés à imprimer. Sur ces modèles-là, j'ai déjà eu quelques soucis en une semaine qui sont résolus maintenant, mais qui sont pas habituels dans l'ADN de la marque. Donc je pense que c'est important sur des investissements aussi quand même assez conséquents pour acheter ces machines d'avoir tous les tenants et les aboutissants. Mais après, une fois que la calibration est terminée, vous avez un petit menu avec un écran qui n'est pas tactile et qui vous permet assez facilement de naviguer sur la machine. Alors, par exemple, celle-ci, on peut voir que j'ai déjà
celle-ci elle a déjà 6 jours d'impression alors que je les ai reçues la semaine dernière. Donc elles ont quand même bien travaillé sans défaut. Hein. C'est quand même des machines qui sont faites pour faire du travail. Mais voilà, c'était important pour moi de faire un petit peu le point sur ce que j'ai remarqué de bon et de moins bon sur ces machines. Alors pour commencer avec les points positifs, déjà je trouve que l'ensemble de la machine est vraiment très robuste. On sent vraiment qu'on a quelque chose de qualité avec des guidages qui sont vraiment très stables et très performants. On a la capacité de pouvoir aller très vite en termes de vitesse d'impression avec ces machines-là. De base, elles sont montées avec des buses de 0.6. Donc ça permet aussi de gagner du temps d'impression grâce à cette buse-là. Mais ça peut être changé aussi. Vous avez un volume d'impression qui est vraiment important et qui est vraiment exploitable à 100%. Donc ça c'est vraiment important, mais ce n'est pas toujours le cas des imprimantes de grand volume qui ont du mal à maîtriser 100% du plateau pour pouvoir le rendre exploitable dans son entièreté. Et vous avez quand même une bonne intelligence embarquée dans la machine qui va détecter quand même pas mal de crash et une consommation assez réduite grâce à son plateau qui contient plusieurs segments et la machine ne va faire chauffer que les segments exploités. Le temps d'impression étant aussi raccourci, on va consommer moins d'énergie avec cette machine-là, contrairement à des machines un peu plus classiques, un petit peu moins intelligentes. Donc tout ça est couplé à Prusa Slicer qui fait très bien son travail avec cette machine. Pour l'instant, surtout quand vous le laissez la buse d'origine, je pense quand on change de buse, on a un petit peu moins de perfectionnement dans les réglages d'origine que propose Prusa Slicer. Donc sûrement quelques adaptations à faire, mais rien de très compliqué. Je trouve que l'ergonomie globale de l'écran, etc. est très bon. Donc c'est une machine qui est connectée, qui se connecte assez facilement en Wi-Fi et en Ethernet sur votre réseau si vous avez la capacité de le faire. Pour le Wi-Fi, c'est un peu dommage puisqu'en fait on doit utiliser la clé USB qui est fournie avec, créer dessus un fichier où on va mettre son nom de réseau et son mot de passe, et puis ensuite revenir sur la machine pour charger en fait cette information, et ensuite la machine va se configurer toute seule, ce qui peut être un peu pénible à faire quand on a des noms de réseau un peu complexes. C'est pas toujours évident de le connecter du premier coup. Après en Ethernet ça fonctionne bien, sachant qu'on a le choix ensuite sur l'écran directement de choisir si on veut une connexion en Ethernet ou en Wi-Fi. On peut dire à la machine de forcer la connexion sur l'un ou l'autre, et du coup le deuxième n'intervient qu'en cas de secours ou en cas de panne d'un des deux. Donc ça c'est pas mal. Du coup en fait la machine garde ses clés USB branchées en permanence, et c'est elle en fait qui va servir de stockage quand on va vouloir imprimer un fichier depuis Prusa Connect ou depuis Prusa Slicer directement. Donc ça c'est quand même pratique puisqu'il n'y a plus à se soucier de ça. Ce qu'il faut retenir, c'est quelle couleur est chargée dans la machine, s'assurer que le plateau soit propre après chaque impression, et comme ça on est sûr de pouvoir lancer depuis son ordi sans avoir à revenir sur la machine ensuite. Alors pour des gros fichiers ça prend un peu de temps puisque le temps de transfert sur le réseau et sur la clé USB est un peu lent, mais bon, à la limite on s'en fiche un peu, on laisse ensuite la machine tourner. Mais c'est vrai que si vous avez vraiment un fichier très gros, un G-code avec beaucoup de lignes, vous irez plus vite à prendre la clé USB, à téléverser directement dessus et revenir sur la machine ensuite, plutôt que de le faire passer par le réseau. Même si moi ici je suis en Ethernet, mais c'est quand même assez lent. C'est un transfert de données qui se fait assez lentement. Donc bon. Mais ça c'est quand même pratique puisqu'après on peut suivre depuis Prusa Connect où en sont les machines, et les estimations de temps d'impression sont vraiment très fiables. Donc ça permet de pouvoir lancer des productions rapidement et de pouvoir anticiper tout ça simplement. Au niveau du chargement du fil et de l'encombrement de la machine, sur le site, je ne sais pas trop pourquoi, enfin,
je pense savoir, mais ils mettent un encombrement de 80 cm de large pour ces machines-là. Mais ils notent aussi que ça inclut une future boîte qui va venir autour de la machine et aussi un loader au-dessus pour les bobines. Sauf que du coup, ils ne mettent pas la dimension réelle de la machine sans ça, ce qui est un peu bête. Donc la machine en fait fait 60 cm entre les deux montants Z et il faut rajouter un petit peu de place pour la bobine et surtout il ne faut pas oublier le dégagement nécessaire pour sortir la bobine de son emplacement. Donc vous ne pouvez pas non plus coller les machines l'une à l'autre, mais voilà, on n'est pas à 80 cm quand même d'encombrement par machine. C'est un peu plus réduit que ça, il faut compter 70 cm à peu près pour pouvoir utiliser la machine facilement. Au niveau des petits soucis quand même que j'ai trouvé sur ces machines, le premier, je trouve que le système de chargement de fil n'est pas super. Ils auraient pu faire quelque chose d'un petit peu plus, d'un petit peu mieux, d'un peu plus accompagné, puisqu'en fait on doit vraiment faire passer le fil manuellement jusqu'à la tête d'impression qui est ici. Et ensuite, la tête détecte qu'il y a un fil qui rentre et on peut valider et récupère le fil ensuite et extrude pour purger la tête. Donc ça se passe bien, mais c'est vrai que du coup, moi j'ai eu le cas d'avoir des bobines où le fil n'était pas entremêlé, mais se chevauchait un petit peu et coinçait un tout petit peu. Et il y a tellement de distance entre la bobine et la tête que ça a tendance à faire planter l'impression, puisque elle essaye de tirer, mais elle n'a pas assez de force à ce niveau-là pour débloquer le fil qui s'est un petit peu coincé sur la bobine. Et du coup, voilà, l'impression se foire. Et le petit problème qu'il y a, c'est que l'extrudeur, quand il se met à claquer, ne détecte pas de défaut. Donc du coup, la machine, elle va continuer à imprimer. Et ici, au niveau de la roue d'entraînement, il y a beaucoup de force. Et c'est là où moi j'ai eu beaucoup de soucis là, ces derniers jours avec. Ils sont réglés depuis grâce à l'assistance Prusa. Mais en fait, ici, la roue continue à tourner, elle. Et le fil se coince. Et crée en fait je vous mettrai une photo. Mais en fait, ça casse le fil à ce niveau-là. Et la roue continue à essayer d'emporter le fil. Donc ça crée une petite bille de plastique juste ici et qui vient se coincer en fait dans la pièce noire qui est juste là. Et pareil au-dessus, en fait, ça crée une boule de plastique et donc il est impossible aussi de ressortir par le PTFE le fil. Donc ça c'est quand même pas terrible. Déjà que la machine ne détecte pas qu'il y a un problème d'extrusion alors que l'extrudeur est vraiment en train de claquer très fort. C'est dommage. Parce que du coup ça défonce complètement le filament et ça devient ensuite très compliqué de déboucher tout ça et de récupérer une extrusion correcte. Donc ça c'est vraiment, je trouve qu'il y a vraiment un problème là-dessus. Avoir un deuxième moteur ici qui aiderait au déroulement du fil, comme c'est le cas sur un MMU par exemple ou sur d'autres machines chez Prusa, je pense que ça aiderait à limiter les problèmes d'extrusion sur cette machine qui, quand ils arrivent, deviennent quand même assez pénibles à résoudre puisque on doit tout démonter et le système de ces buses est fait comme ça. Ça, je vais vous montrer avec l'adaptateur universel, mais en fait, on a un long tube ici qui sert de guide pour le filament jusqu'à la buse qui se trouve en dessous. Alors ça, c'est pas une vraie buse, c'est un adaptateur. Mais du coup, quand le fil est coincé dans ce tube, c'est pas évident à venir le déboucher proprement et à éviter d'avoir des résidus qui vont ensuite reboucher à nouveau le filament pour la prochaine impression. Donc ça, c'est vraiment dommage parce que ici, il faut bien imaginer qu'il y a la buse normalement. Et du coup, par le dessous, on peut juste passer une aiguille pour déboucher un peu ce qu'il y aurait dans la buse. Mais tout ce qui reste coincé dans le tube ici, il faut chauffer à haute température, il faut se débrouiller pour tout éjecter et puis ensuite tout bien nettoyer.
Et c'est pas facile à faire sur ces buses-là. Donc ça, c'est vrai que c'est dommage que Prusa n'ait pas un petit peu amélioré le travail du fil pour éviter d'avoir ce type de défaut. Et surtout qu'elle ne détecte pas les crashs au niveau de l'extrusion, donc ça n'améliore pas le problème. Donc pour rester sur les problèmes avec l'extrusion, je vous montre ici ces deux vis qui servent en fait à régler la pression du levier qui est ici sur le fil. Et donc ça c'est un réglage qui est normalement fait à l'usine. On voit ici les deux extrémités des vis, donc qui est fait par Prusa. Et il nous invite à pas trop y toucher parce que c'est un réglage qui est fait de manière optimale et qu'on n'a pas vraiment besoin d'y toucher, puisque quand on veut accéder à la roue, il suffit juste de lever le levier et on peut y accéder. Sauf que moi, sur deux machines, donc celle-ci qui est en train de travailler sur celle-ci, les vis n'étaient pas bien réglées. Et en fait, c'est ce qui me causait des gros problèmes d'extrusion. C'était trop serré, il n'y a pas besoin qu'un soit extrêmement serré. Et du coup, ça créait trop de tension sur le fil. Et c'était en fait elles-mêmes, la pression qu'elles exerçaient, qui amenait le fil à se casser et à créer des problèmes d'extrusion. Donc c'est un peu dommage que ce paramètre-là soit pas bien géré. Il n'y a pas beaucoup d'explications pour l'instant sur le site de Prusa pour pouvoir résoudre ça et surtout le détecter. Donc moi j'arrivais vraiment plus à imprimer avec ces machines-là. Et le problème n'était pas si compliqué finalement que ça à régler, puisqu'il suffisait de soulever le petit capot ici et de desserrer les vis. Donc il faut le faire de la même manière, de manière uniforme. Et ça a suffi pour régler le problème d'extrusion que j'avais sur celle-ci. Et sur celle-ci qui est en train de travailler, celle-ci, il n'y a pas de problème particulier d'extrusion maintenant sur ces machines-là. Mais voilà, le problème, c'est surtout que quand le problème vient, pour pouvoir tout sortir, c'est pas très compliqué, mais c'est surtout pour nettoyer le petit tube en métal que je vous ai montré de manière propre que là, ça devient un peu plus délicat. Il faut souvent s'y reprendre plusieurs fois et ça, c'est assez pénible. Mais après, donc sur cette version-là de machine, on a déjà le trou ici, donc qui permet en fait de passer la clé qui permet de desserrer la tête. Donc ensuite on a deux petites connectiques ici à défaire pour débrancher le corps de chauffe et la thermistance, et on peut sortir en fait la tête d'impression qui est ici, sachant que il faut faut décharger le filament, mais ensuite tout se fait à froid. Donc c'est pas habituel pour ceux qui ont l'habitude de l'impression 3D, mais c'est vraiment des têtes qui sont prévues pour se démonter à froid. Tout se dessert quasiment à la main et tout se resserre quasiment à la main. Il y a très peu d'efforts à faire dessus. Mais si vous le faites à chaud, par contre, vous risquez d'abîmer les filets. Donc voilà, toujours à faire à froid. Alors ensuite, pour continuer dans les petits détails lors du déballage et des premières heures d'impression auxquelles il faut faire attention. Sur cette machine-là, j'ai eu un petit manque de graissage sur l'axe X, donc il faisait pas mal de bruit en fonctionnement. Donc voilà, pas très grave, hein, j'ai juste regraissé, mais comme il nous indique dans le manuel que les machines sont graissées d'usine et qu'il n'y a pas besoin de le refaire, j'ai fait confiance, mais voilà, il peut arriver quand même que certains axes soit été oubliés, soit mal graissés. Donc voilà, prévoyez quand même d'avoir un petit peu de graisse avec vous. Alors Prusa en fournit avec les machines, mais en petite quantité. Et surtout, pensez à bien nettoyer le rail avant de faire le graissage pour éviter d'avoir des petites particules qui viennent se mettre à l'intérieur. Mais voilà, alors j'ai eu que sur une machine, hein, les autres machines étaient bien graissées, mais on voit quand même que suivant la personne qui fait l'assemblage, il y a des petites différences, notamment au niveau des vis d'extrusion dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui n'étaient pas du tout réglées de la même manière d'une machine à l'autre, ce qui paraît assez étonnant vu l'emplacement et la configuration. Mais voilà. Autre petit point à faire attention quand vous remettez le plateau en place,
Faites bien attention de le remettre entre les vis qui se trouvent au fond, puisque si vous le décalez un tout petit peu sur la gauche ou la droite, en fait, il peut venir taper sur ces petits rebords ici qui maintiennent l'axe Z en place et qui sont souples pour pouvoir absorber les vibrations. Mais voilà, vous pouvez en fait avoir le bord du plateau ici qui vient toucher ici et casser cette pièce. Alors, je l'ai vu à temps, mais ça m'est arrivé une fois. Ça n'a rien endommagé, mais voilà. Soyez bien attentifs à ça, comme c'est des grands plateaux, pas forcément évident à remettre en place, tellement la force des aimants est importante, qu'il faut être prudent là-dessus. Ce serait dommage de casser quelque chose dès les premiers prints juste parce qu'on n'a pas fait attention à ça. Alors j'aimerais aussi aborder un autre petit souci que j'ai rencontré avec cette machine. Pour l'instant, elle ne me l'a fait qu'une fois, mais je pense que le problème est intéressant en tout cas à exposer. C'est que la machine n'arrivait plus, alors je vais vous mettre une petite vidéo de ça, n'arrivait plus à refaire son Home Z, puisque du coup sur ces machines-là, on a la buse qui vient en contact avec le plateau pour déterminer la hauteur. Et en fait, les deux machines à côté fonctionnaient et créaient pas mal de vibrations. Alors pourtant, c'est des tables où j'ai mis une mousse d'isolation pour limiter les vibrations. C'est des tables qui sont posées sur des structures en fer métallique qui sont quand même très stables, mais bon, ça vibrait un peu. Et je pense qu'en fait, la buse, pendant ces vibrations, détectait une palpation, puisque c'est très sensible. Et du coup, rebaisser le plateau, et j'ai eu beaucoup de difficultés en fait à refaire monter le plateau à la bonne hauteur et à faire comprendre à la machine qu'elle n'était pas encore en contact avec la buse. Et donc voilà, ça je pense c'est un petit défaut parce qu'on n'a pas, à ma connaissance, de réglage de sensibilité du palpage de la buse, ce qui je pense en soi est bien, mais ce qui peut générer ce type de difficulté, quand la machine subit des vibrations externes, peut détecter un toucher en Z qui n'existe pas. Et surtout derrière, pour refaire un home, j'ai eu beaucoup de difficultés pour que la machine remonte à la bonne hauteur. Donc voilà, ça peut être un problème que vous pouvez subir si jamais votre machine est entourée d'autres imprimantes qui travaillent. Ça peut générer, je pense, parce que ça s'est pas reproduit depuis, mais je pense que ce problème venait de ces vibrations-là. Donc ça aussi, j'espère que dans le futur, ils arriveront à mieux gérer ça, ou alors peut-être qu'il faut signaler aux utilisateurs que les machines doivent être vraiment isolées l'une de l'autre pour pouvoir travailler correctement. Mais voilà, petit défaut à ce niveau-là. Autre point d'amélioration qui serait intéressant, mais c'est pas forcément simple à mettre en place, c'est au niveau donc justement de ce système de palpation. Donc la buse va venir toucher plusieurs points du plateau, et avant de faire ça, elle a une phase de nettoyage. Donc c'est une phase où elle va venir toucher plusieurs fois le plateau, juste pour enlever le peu de filament qui peut rester dessous, et en théorie ensuite faire une palpation propre du plateau. Sauf que dans les faits, c'est rarement le cas. En fait, la machine va venir déposer des tout petits points de filament un peu partout sur le plateau, qui peut du coup ensuite se retrouver sur la première couche de votre impression. Donc ça, c'est un peu dommage. Moi, c'est un problème que j'avais rencontré avec d'autres machines que j'ai là-bas, qui sont les Magma de chez 3D Online, qui ont le même procédé de mise à niveau, et on avait déjà ce type de problème. La solution pourrait être d'avoir en fait une petite brosse de nettoyage où la machine vient frotter la buse avant les impressions, et en ayant fait avant une petite rétractation de filament pour éviter que le filament continue à couler. Donc ça, je trouve ça quand même assez embêtant, parce que quand on veut vraiment avoir une première couche, puisque ça va être une couche visible ensuite pour nous, pour nos clients, on n'a pas envie d'avoir vraiment un layer qui est parfait, mais qui a plein de petits points de filament par-ci par-là. Donc ça c'est quand même dommage. Il faudrait qu'ils fassent une mise à jour là-dessus pour qu'on puisse éviter d'avoir ce problème-là. Donc voilà, faites attention à ça quand vous lancez une impression. Il faudra peut-être passer un petit coup
un petit coup de raclette. Moi j'utilise des petites raquettes comme ça qui servent pour la résine habituellement. Et voilà, sans appuyer ni rien, mais je passe un petit coup dessus pour enlever les petits bouts de filament qui restent après la palpation de la machine et avoir un plateau bien propre. Dernier petit problème que j'ai eu avec les machines, au niveau de la clé USB, elle n'a pas fonctionné. Il y en a une qui ne fonctionnait pas. Je crois que j'ai déjà vu sur un forum quelqu'un qui disait qu'il avait eu le même souci. Alors Prusa m'a déjà renvoyé une nouvelle, hein, mais voilà, assez surprenant d'avoir une clé USB qui n'était détectée nulle part, ni par la machine, ni par mes ordis, que ce soit PC ou Mac. La clé USB ne fonctionnait pas. D'ailleurs c'est pour ça que sur cette machine, il y a une autre clé puisque j'ai pas encore reçu celle de remplacement. Mais voilà un petit peu pour le tour d'horizon des petites difficultés que j'ai eues avec mes Prusa jusqu'à maintenant. Ensuite, au niveau des machines, après, écoutez, elles fonctionnent bien. J'ai pas non plus. Il y a quelques points qui me chagrinent un peu sur le déballage des machines, puisque j'ai l'habitude des MK3 qui sont vraiment plug and play. Là, ça n'a pas été aussi merveilleux que je l'imaginais, mais au final, maintenant les machines sont réglées, tournent, et j'ai plus de difficultés avec elles. Donc, je suis très content de les avoir dans le parc pour m'aider à produire pour mes clients. Mais voilà, je trouvais ça important parce qu'on n'a pas eu trop de sources en français qui parlaient de ces machines-là. Et pourtant, je pense que c'est de très bonnes machines de production, mais elles ne sont pas encore parfaites, elles sont un peu jeunes, et il y a encore quelques défauts. Cependant, Prusa est quand même une entreprise qui a une très grosse communauté, qui travaille activement dessus. Ils nous ont vendu des machines sans Z-offset parce que les premières couches sont parfaites, hein, ce qui est vrai. Vous voyez ici sur un test que j'avais fait, on voit que la première couche est très bonne. Au niveau des mises à jour, on a quand même eu une mise à jour assez importante qui est peut-être un petit aveu d'échec de la part de Prusa sur ce Z-offset, puisqu'ils ont fait une mise à jour. Maintenant, on peut régler en live le Z-offset de la machine pour l'impression en cours, parce qu'ils se sont rendus compte que dans certains cas, c'était quand même nécessaire de réajuster ça. Donc c'est intéressant, je trouve, comme attitude, puisque c'était vraiment leur gros argument. Et ils n'ont pas forcément eu peur de faire un petit peu marche arrière là-dessus, en se disant, bon, de toute façon, il faut qu'on écoute la communauté sur les retours qu'elle nous fait, et qu'on ne soit pas fermé à ça, puisque je pense qu'ils ont tout à y gagner en termes de rendu final de leur machine. Et je pense que les machines qu'on a aujourd'hui seront assez éloignées de celles qui arriveront peut-être dans 6 mois ou dans un an. Et il y a plein de petits détails comme ça, par exemple sur le déchargement de la tête de chauffe qui est ici. Avant, il fallait déclipser le cache ici. Alors c'est assez dur à déclipser, c'est bien clipsé, pour avoir accès juste à une vis qui se trouve derrière ce trou-là. Et très vite, la communauté a proposé un fichier 3D où il y avait un trou directement ici qui permet de faire le démontage sans avoir à sortir le cache. Et maintenant, moi, sur les machines que j'ai reçues, c'est d'origine comme ça. Donc voilà, Prusa est très fort là-dessus et permet en fait des évolutions rapides de leur machine, que ce soit via des mises à jour logicielles ou via des modèles 3D qui permettent d'améliorer le travail final. On pourrait ne pas être surpris de voir arriver dans les mois qui viennent un moteur au niveau du guide du filament pour aider le chargement et le déchargement. Je ne sais pas du tout si ça arrivera, mais ça serait une bonne idée en tout cas. Mais après voilà, j'ai pas eu ensuite de grosses difficultés. Une fois ces problèmes d'extrusion résolus, tout s'est passé très bien pour moi. Alors, il faut noter que pour les gens qui ont précommandé ces machines, vu les délais, ils ont rajouté avec la livraison une feuille texturée pour les impressions par exemple sur du TPU, ou pour donner simplement une texture
aux impressions, donc celle-ci avec un effet ressort, ce qui permet voilà, de débloquer l'impression dès qu'elle a refroidi. Et il rajoute aussi le petit adaptateur qui permet en fait de monter les buses standards à la place des buses classiques de chez Prusa. Donc ça c'est pas mal puisque moi j'ai pas mal de buses pour les M4S en 0.4 ou 0.2 ou 1.2, peu importe. Je suis pas obligé de tout racheter, je peux simplement monter l'adaptateur et changer les buses en mettant ce que j'ai envie de monter. Sachant qu'il faut le préciser bien sûr dans la machine et le préciser sur son slicer. Mais ça, bon, ça paraît assez évident. Donc voilà, un bilan quand même très positif de ces machines. Elles sont pas, tout n'est pas beau et rose au départ avec ces machines. Alors ça peut très bien se passer. Par exemple celle-ci, je l'ai déballée, je l'ai assemblée. Elle a fait 6 jours de travail et il y a eu zéro problème dessus. Elle a vraiment tourné nickel du début à la fin. Les deux ici, j'ai eu un peu plus de difficultés qui étaient liées en fait à cette tension de ce réglage de 2 vis. Mais maintenant que ce problème-là est résolu, elle tourne et il n'y a pas de difficulté maintenant avec ces machines-là. Donc je suis quand même très satisfait, je trouve que le rendu final de la machine est très bon, très robuste. On sent que le plateau est vraiment très stable, très rigide. Il n'y a pas pour moi pas de souci de durabilité à avoir sur ces machines-là pour les mois, voire les années à venir. Donc voilà, si vous avez besoin d'un grand volume d'impression avec des machines qui sont rapides et performantes, je pense que c'est un très bon choix aujourd'hui sur le marché, même si c'est vrai que leur prix est assez haut par rapport à ce qu'on peut trouver. Je trouve que par rapport au rendu final de la machine et l'expérience utilisateur, ça reste quand même très très bon. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé, donné des informations complémentaires. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec plaisir.